Alors, moi, je veux bien, Séverine, mais les personnes sont toujours dans la salle d'attente, hein. Non, Nadine, c'est bon, les gens sont là, tu peux Pardon, commencer. excusez-moi, hein, voilà, les petits bugs du début de cette webinaire. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je suis Nadine Rouquayrol, la directrice territoriale pour Action Logement pour le département du Tarn, de l'Aveyron et de la Lozère. Je remercie, donc c'est une webinaire qui est faite en collaboration avec les ADIL des 3 départements. Donc, je remercie Bruno Allary pour la DIL de l'Aveyron, donc de se joindre à nous, et Louise Coste pour la DIL du 48 et Hélène Roque pour la DIL donc, du Tarn, et également Roseline Mazucco-Torrent, qui est notre référente visale pour la région de l'Occitanie. Donc, un petit peu sur l'organisation de cette webinaire. Donc, elle sera enregistrée. Donc, vous pourrez, via l'invitation, le lien d'invitation, pouvoir accéder au replay et au diaporama. On souhaiterait qu'éventuellement, vous n'hésitez pas à poser des questions en utilisant donc le chat, donc, qui est prévu à cet usage. Et on répondra donc à ces questions à chaque fin de chapitre. Très bien. Écoutez, je renouvelle mes remerciements et je vous souhaite une bonne conférence. Et je laisse la main à Roseline. Oui. Donc, je lance la... Alors, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, là, je vais vous parler de la garantie visale que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Mais c'était bien de faire un petit point sur cette garantie et de parler aussi de l'évolution que la garantie a connue depuis sa création en 2016. Donc, en fait, la garantie visale, pourquoi elle a été créée? Puisqu'en fait, il y avait de nombreux freins à l'accès au logement. On a constaté, notamment sur les jeunes, qu'il y avait 85% d'embauches avec des contrats précaires, des bailleurs très sélectifs qui sont aujourd'hui encore de plus en plus exigeants. Et la caution, bien sûr, personne physique n'est pas toujours fiable et fastidieuse à constituer. Donc, de plus en plus, la garantie visale prend du terrain et est un bon compromis pour pouvoir accéder à un logement dans le locatif, puisque la plupart des agences ou même certains bailleurs privés utilisent souvent une assurance garantie loyer impayé qui souvent réunit des critères très sélectifs et qui ne permettent pas à une certaine population d'accéder à un logement. Action Logement, donc Visal, c'est un dispositif d'Action Logement. Donc on s'est engagé en faveur de cette sécurisation pour que effectivement ce ne soit plus un frein à l'emploi, puisque Visal veut dire visa pour le logement et l'emploi. Donc on accompagne la prise d'autonomie, on continue notre mission à ce niveau-là, hein, en tant qu'Action Logement. On accompagne l'insertion et aussi les mobilités professionnelles. Donc quelques chiffres depuis sa création. Et on a atteint fin mai, au niveau national, 1 million de contrats. C'est-à-dire qu'on a logé, grâce à Visal, 1 million de ménages. En région Occitanie, ça représente 110 000 contrats. Donc ce n'est pas les visas certifiés, puisque les visas certifiés sont transformés en contrat de cautionnement lorsque le bailleur accepte cette garantie visale. Donc en région Occitanie, c'est 39% de contrats souscrits par les bailleurs privés. Alors les bailleurs privés, ce sont alors, j'avance un peu trop vite, excusez-moi. Les bailleurs privés, ce sont les particuliers, les bailleurs qui gèrent directement leurs biens. Après, vous avez 27% des agences immobilières, c'est-à-dire les agences immobilières qui ont des mandats de gestion auprès de propriétaires et qui vont parfois proposer leur GNI. Donc, ils ne sont pas toujours convaincus du dispositif Visal. Ça, on mène une campagne importante à ce niveau-là. Il y a aussi le parc des structures collectives qui sont les habitats jeunes, les résidences étudiantes, etc. Vous avez aussi le parc social, on en parlera un peu plus par la suite, puisque ça ne représente qu'1% de garantie chez les bailleurs sociaux, sachant que la garantie Visal est quand même plus restrictive pour le parc social. Donc, comme vous le voyez indiqué, les locataires, il y en a quand même 93% qui ont moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est au départ vraiment orienté jeunes. 49% sont salariés et le loyer moyen est de 591 €. 95% des ménages
qui sont entrés avec Visal ont des profils hors marché. Ça veut dire que ce sont des profils, comme je disais tout à l'heure, qui ne rentrent pas souvent dans les critères de la GLI, la garantie loyer impayé, qui est payée par les propriétaires et qui représente un pourcentage par rapport au loyer. Je crois que c'est à peu près aux alentours de 3% du loyer mensuel. Voilà un petit peu de façon résumée pourquoi Visal a été créé. Donc, qu'est-ce que c'est que la garantie Visal? Donc là, de façon résumée, c'est un dispositif donc clé en main. Il faut savoir que c'est entièrement dématérialisé. C'est 100% gratuit, aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire. C'est fiable. Pourquoi? Parce que c'est certifié par les équipes Action Logement. C'est-à-dire que ce n'est pas un visa qui est certifié sur du déclaratif. On analyse les dossiers. Les candidats, on verra par la suite, saisissent leur situation et scannent tous les documents pour qu'on puisse délivrer un visa certifié. Donc ça veut dire que quand le visa est certifié, est délivré et qui est remis au propriétaire ou à l'agence immobilière, on ne peut pas faire marche arrière, on s'est engagé à garantir un certain montant de loyer. Depuis mai 2018, hein, vous l'avez compris, elle avait été créée en janvier 2016 avec quelques contraintes. On est sur le terrain, on a compris qu'il fallait le faire évoluer. Et depuis mai 2018, on couvre sur toute la durée du bail. Alors souvent, on a encore en mémoire qu'on couvre que les 3 premières années du bail. Ça a été étendu à toute la durée d'occupation d'un locataire, dans la limite de 36 mensualités dans le parc privé. Alors, effectivement, je ne parle que du parc privé, mais il faut savoir qu'on couvre aussi le parc social, les structures collectives, on le verra par la suite, où on couvre sur 9 mensualités dans le parc social, les structures collectives. Concernant les remboursements, il n'y a pas de franchise ni de carence, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur la prise en charge du loyer impayé dès que l'impayé dépasse 1 mois de loyer. Ce qui est important, c'est que Visal, non seulement garantit les loyers impayés, mais va prendre en charge toutes les procédures judiciaires, c'est-à-dire du commandement de payer jusqu'à l'expulsion, les avocats. En fait, c'est engagé et financé en totalité par Action Logement. On est sous-projet dans les droits du bailleur. Et puis, autre évolution, ça aussi c'était un besoin qui avait été transmis sur le terrain. Depuis février 2019, on prend en charge les dégradations locatives, uniquement pour le parc privé. Je parlais tout à l'heure du parc social, des structures collectives dont la garantie est limitée à 9 mensualités. Dans le parc privé, la garantie, c'est sur 36 mensualités. Et en même temps, en complément, dans le parc privé, on prend en charge les dégradations. Donc, les dégradations locatives, c'est 2 mois, loyer et charges, en complément du dépôt de garantie. Bon, c'est intéressant puisque souvent, le locataire, ça peut arriver, le dernier mois, il décide de ne pas payer son loyer. La plupart du temps, les propriétaires prennent sur le dépôt de garantie pour couvrir le dernier mois, puisque la garantie Visal ne peut pas intervenir sur le dernier mois de loyer, puisqu'il faut avoir 2 termes d'impayés. Et la dégradation peut intervenir effectivement s'il y a en même temps des dégradations locatives. Voilà, donc pour qui? Donc on parlait des jeunes, mais sachez quand même, petite parenthèse, qu'on a aussi des plus de 30 ans. Mais donc pour les jeunes, ils sont tous éligibles à la garantie Visal. Tous les jeunes, il faut qu'ils soient majeurs, de 18 ans à 30 ans révolus. Donc tous les publics, sans distinction de statut. Vous avez les étudiants, quel que soit qu'ils soient boursiers du Crous, pas boursiers, à partir du moment où ils sont étudiants post-bac, ils sont éligibles à la garantie. Les alternants, ça veut dire que ce sont des alternants qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Les salariés du secteur privé, public et agricole. Il y a une différence entre le profil étudiant alternant et le salarié du secteur privé. C'est-à-dire que pour le profil étudiant alternant, on couvre un forfait de 600 € dans notre région. Vous voyez, plafond de loyer garanti sans justification de ressources pour les étudiants alternants. Jusqu'à présent, la garantie Visal était calculée en fonction des ressources. C'est très compliqué de délivrer une garantie pour un étudiant ou des alternants qui n'ont pas suffisamment de ressources pour qu'on puisse les couvrir. Et puis, vous avez aussi les moins de 30 ans, donc les salariés. Donc là, à ce moment-là, on va calculer la garantie Visal en fonction de leurs ressources, qu'ils soient salariés fonctionnaires, titulaires, non titulaires, qu'ils soient stagiaires de la fonction publique, qu'ils soient du secteur agricole. À partir du moment où ils sont salariés, qu'ils ont moins de 30 ans, ils sont éligibles à la garantie Visal.
Bon, petite parenthèse pour les plus de 30 ans, vous avez à droite, ce sont les salariés qui gagnent jusqu'à 1 500 € net par mois, les salariés en mobilité professionnelle, en mutation ou bénéficiaires d'un bail mobilité, mais je crois que vous allez en discuter par la suite. Voilà, donc 50% des ressources qui donnent 1 300 € maximum de garantie. Voilà, donc là, vous avez ici, pour les 18-30 ans, tous les publics sont éligibles sans distinction de statut ou de contrat, quelle que soit la situation professionnelle. Donc vous avez en bleu le parc locatif privé. Donc vous voyez, les moins de 30 ans, on peut les loger dans tous les parcs. C'est ça l'avantage. Enfin, les moins de 30 ans qui sont étudiants alternants, vous voyez, il y a du bleu, il y a du jaune et du rose. En jaune, c'est le parc locatif social, c'est-à-dire c'est le logement familial. Je prends un logement dans un logement HLM. Si je suis étudiant ou alternant, je peux bénéficier de la garantie Visale. Si j'ai moins de 30 ans et qu'en plus je suis étudiant ou alternant ou salarié de moins de 30 ans, je peux être logé dans les structures collectives. D'accord? Donc, je peux être logé dans pas mal de structures. Mais si je suis salarié de moins de 30 ans et que je ne suis pas étudiant ou alternant, je ne peux pas être logé dans le parc social. Ça, c'est important de voir les couleurs et de voir. Il nous arrive régulièrement d'avoir des difficultés, par exemple, avec des résidences style le Crous, qui peut loger des salariés de plus de 30 ans. Et vous avez ces salariés de plus de 30 ans qui peuvent avoir un visa certifié. Par contre, le Crous ne peut pas utiliser le visa certifié pour avoir une garantie. Donc, ce n'est pas parce que le salarié a un visa certifié qui va être couvert systématiquement dans tous les parcs. Je parle pour les plus de 30 ans. Voilà. Pour quel logement? Ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour les parcs privés, parcs sociaux, c'est le résumé et assimilé. Donc, parc locatif privé, incluant le bail mobilité. Donc, vous avez tout public éligible à Visale. Donc, la garantie, c'est 36 mensualités d'impayés sur toute la durée d'occupation. Donc, il faut que le bail soit conforme à la loi du 6 juillet 89. Il faut que ce soit la résidence principale du locataire. Le logement peut appartenir à un bailleur personne physique ou morale. Ça peut être un propriétaire qui a une SCI. Voilà, hein, donc il faut que ce soit du parc privé. Ça peut être aussi un propriétaire qui a une subvention ANA. Donc, c'est du parc privé aussi, c'est pas du social. Et puis, le logement non conventionné, donc sauf PLS ou ANA. C'est ce que je viens de dire. PP, c'est personne physique. PM, personne morale. Donc, pour les structures collectives, donc tous les jeunes de moins de 30 ans, les étudiants, les alternants, uniquement. Et pour le parc social, c'est la catégorie qui est réservée uniquement aux étudiants alternants, avec une prise en charge de 9 mensualités impayées. Là-dessous, vous avez le détail de type de résidence, de logement qu'ils ont conventionné à APL, les logements foyers, résidences sociales. Il y a une exclusion sur les résidences touristiques, les résidences hôtelières à vocation sociale ou les pensions de famille. Bon, enfin, ça, effectivement, c'est du cas par cas, mais c'est important de savoir qu'il y a quand même un distinguo entre le parc privé, le parc social et les structures collectives. Alors, comment l'utiliser? Donc d'abord, dans un premier temps, c'est le futur locataire qui va créer son espace sur Visale, qui va renseigner son identité et il va pouvoir télécharger tous les justificatifs. Donc une fois la demande validée, la durée de traitement, qui est normalement de 48 heures, mais ça dépend des périodes. Il y a des périodes tout au long de l'année où ça peut être 48 heures, ça peut être même dans la journée, mais ça peut être un peu plus long. Donc, effectivement, on est là pour nous essayer de faire avancer les dossiers plus vite quand il y a des urgences. Il faut savoir que sur la demande de visa certifié, à la fin, on vous demande si vous avez trouvé un logement. Donc, il vaut mieux mettre oui, comme ça, le dossier sera traité en priorité. Ça veut dire que la signature de bail est imminente. Si le candidat met non, ça veut dire qu'il a le temps pour avoir son visa certifié. Voilà. La durée de validité du visa est de 3 mois dans la limite du contrat de travail. Donc, il peut arriver qu'un candidat présente un visa certifié qui a une durée de 1 mois. C'est parce que son contrat de travail est sur une durée de 1 mois. Donc, la durée de 3 mois pour un salarié n'est pas systématique. Par contre, elle est systématique pour les étudiants, les alternants. C'est sur une durée de 6 mois, puisque la plupart du temps,
Ils savent qu'ils vont faire leurs études en septembre à partir d'avril-mai. Et 3 mois, c'était un peu trop juste pour qu'on puisse, que le visa soit toujours en cours de validité. Donc vous avez à droite, on ne voit pas beaucoup, mais c'est le modèle de visa certifié où on a indiqué la durée de validité, le nom, le prénom, donc le numéro du visa. Et c'est important de connaître aussi le montant de la garantie qui a été calculée par les chargés d'instruction Action Logement. Donc la garantie, si c'est une garantie pour 500 €, ça veut dire que le loyer ne devra pas dépasser 500 €. Ça pourra être moins, mais pas plus. Alors, en cas de colocation, à plus de 2 colocataires, le bail devrait être individualisé avec la quote-part du loyer de chaque colocataire. Il faut savoir que la garantie Visale, un bail avec 2 noms, c'est un contrat de cautionnement à 2 noms. On peut pas faire un visa certifié à 3 noms uniques avec un bail unique à 3 personnes. C'est pour ça qu'on vous indique qu'il faut des baux individualisés. Chacun aura son visa certifié au-delà de 2 colocataires. Alors, j'interviens sur la notion de 2 colocataires. Il faut savoir qu'il y en ait un des 2 qui peut être éligible. Les co-titulaires seront éligibles à la garantie Visale. Pour le bailleur, donc le locataire a créé son espace. De son côté, le bailleur doit aussi créer son espace. Donc, à partir du moment où il a son visa certifié, il va aller sur son espace, il va aller sur la partie je crée mon contrat Visale. À ce moment-là, il va devoir noter le numéro du visa qui commence par V. Et il faudra qu'il indique uniquement le nom du locataire, pas le prénom. Parce que s'il indique le nom et le prénom, il ne trouvera jamais de visa. À partir du moment où il indique le visa certifié, le numéro avec le nom, va apparaître le visa qui est remis par le candidat. Ça permet au propriétaire d'être sûr que ce visa n'est pas un faux. Donc on lui confirme que ce visa est bien bon, est bien conforme. Donc il va regarder les éléments, date de naissance, le montant, etc., l'identité du candidat, il va valider et à partir de là, il va saisir des informations concernant son logement. Alors, il faut que le visa soit certifié avant la signature du bail, au plus tard le jour de la signature du bail. Ça, c'est très important. Si le visa est certifié, alors ça dépend, si c'est dans du parc privé, le visa doit être certifié au plus tard le jour de la signature du bail. Et le bailleur a 10 jours, il y a une tolérance de 10 jours après la signature du bail pour qu'il transforme son visa certifié en contrat de cautionnement sur son espace. Ça, c'est très, très important. Contrat de cautionnement sur l'espace. À partir du moment où il a tout saisi, il y a un récapitulatif qui s'affiche à la fin, c'est tout nouveau. Il faut qu'il vérifie toutes les données et qu'il vérifie bien parce que si le contrat de cautionnement n'est pas conforme au moment de la mise en jeu, il risque d'être déchu au niveau de la garantie. Ça, c'est très, très important. Il ne peut pas y avoir d'erreur. S'il y a des erreurs, c'est un peu plus compliqué pour les modifier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un récapitulatif sur l'outil pour que le bailleur soit très vigilant par rapport à ça, le propriétaire ou l'agence. Donc ça, c'est pour le parc privé. Pour que le parc social est assimilé, il y a une petite différence, c'est que c'est dans les 30 jours maximum à compter de la date d'effet du bail. Voilà, donc, il y a une certaine souplesse pour le parc social et assimilé. Donc, il convient de vérifier l'identité du demandeur, la validité, comme je disais, et le montant du loyer garanti. Voilà. Voilà, ça c'est le résumé. Hein, solution complète, sécurisante, simple, rapide. Donc, pour ceux qui l'ont déjà utilisé et qui maîtrisent bien l'utilisation, il faut pouvoir s'approprier ce dispositif, s'approprier aussi l'outil Visale pour que ce soit très simple. Pour que ce soit très simple aussi, pour ne pas regretter d'avoir utilisé la garantie Visale, c'est aussi savoir, en cas d'impayé, comment déclarer. Alors c'est très très rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous alerte sur le fait qu'il faut vraiment respecter des délais déclaratifs. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les délais, soit vous avez des franchises, soit vous avez une déchéance. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez des relances à effectuer auprès de votre locataire avant de faire la déclaration sur le site. Donc dans le mois de l'impayé, le premier mois,
bien c'est une survenance. Donc vous constituez, l'impayé n'est pas encore constitué. C'est à partir du deuxième terme d'impayé qu'effectivement ça devient sérieux. Et à ce moment-là, on vous demande, il y a une procédure, on vous demande d'envoyer une mise en demeure recommandée à votre locataire, enfin au locataire, afin qu'il règle sous huitaine. Donc ça, c'est vraiment la procédure incontournable qu'il faut respecter. Vous n'êtes pas obligé, enfin, le propriétaire n'est pas obligé de récupérer l'accusé-réception, parce que la plupart du temps, quand il y a un impayé, c'est rare qu'il y ait l'accusé-réception. Ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, on ne demande pas l'accusé-réception, mais il faut justifier de l'avoir envoyé en recommandé avec l'accusé-réception. Et après, vous avez 30 jours, le propriétaire a 30 jours pour constituer l'impayé. Voilà. Donc, il y a ces délais à déclarer, à respecter. Après, si par la suite, il y a des questions particulières, questions plus techniques sur des cas concrets, on pourra en parler, mais là, je ne voulais pas vous inonder de procédures à respecter parce qu'on en aurait pour la soirée. Voilà, on a des fiches d'aide qui sont très, très faciles à utiliser et qui accompagnent en fait le propriétaire ou l'agence pas à pas. Ça part de la primo-déclaration jusqu'à l'actualisation du compte, jusqu'aux dégradations locatives. Enfin bon, tout ça, on a évolué, on a des outils et on accompagne vraiment pas à pas le propriétaire. Bon, bah, contact. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit florilège de témoignages, puisque là, on a pas mal de personnes qui sont issues de différents secteurs. Alors, c'est un florilège qui va vous proposer un témoignage d'un employeur, d'une agence immobilière, d'un bailleur particulier et d'un locataire, d'un candidat. Donc, je lance. Et j'en aurai terminé pour ma présentation. Pour moi, Visal, c'est la sérénité et surtout l'absence de risque. Et c'est gratuit, pour tout le monde. Attendez, c'est royal. Vous ne pouvez pas espérer mieux en tant que bailleur. C'est aussi un moyen de favoriser le recrutement. C'est un très bon levier pour la marque employeur de l'entreprise. Louer un appartement seul en n'ayant pas forcément un salaire extrêmement élevé, surtout quand on démarre dans la vie active, c'est assez compliqué. Ça fait déjà 6 ans que le dispositif est en place et aujourd'hui, on peut rassurer nos bailleurs par une expérience particulièrement réussie. Voilà, dispositif gagnant-gagnant. Donc, vous avez des témoignages. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Donc, à la fin de la présentation, les noms des personnes sur les territoires seront précisés au niveau de la garantie Visal. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour votre attention. Tout à fait. Merci Roseline. On va peut-être regarder si éventuellement, par rapport à ce premier chapitre, nous avons quelques questions sur le chat. Je ne vois pas de questions sur le chat, a priori. On n'a pas d'interrogation particulière. Bon, très bien. C'est que c'était... Ah pardon, j'ai remis en route. Je reprends le contrôle. Alors, j'ai un souci. Je ne peux pas avancer là. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas reprendre la même. Roseline, il faudrait que vous arriviez à arrêter la diffusion. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être la vidéo, une vidéo YouTube. J'espère qu'on ne va pas découvrir des choses pas bien. Très bien. Excusez-nous. Allez, très bien. Donc, on passe à la thématique suivante. Donnez-moi 2 petites secondes. Hop, voilà. Donc, les coordonnées, effectivement, donc, comme le rappelait Roseline, voilà, vous avez ses coordonnées téléphoniques et son mail, un rappel, et aussi de l'adresse du site internet visal.fr, parce que c'est une aide qui est dématérialisée. Vous avez le florilège par vidéo, le voici un petit peu par mots, quelques petits témoignages. Et je laisse la parole donc à Bruno Allary, donc pour la partie sur quelques rappels sur la location. Merci. Donc effectivement, accéder à un logement, c'est souvent signer un contrat de location et il y a quelques rappels essentiels qui nous apparaissaient essentiels avant d'évoquer les situations un peu plus particulières, comme on évoquera après,
à travers les formules de colocation ou le bail mobilité. Mais d'abord, on va rappeler les grandes lignes de ce que c'est qu'une location. Une location, c'est un contrat entre deux personnes, un propriétaire et un locataire. Alors, le propriétaire, ça peut être une personne physique, une personne seule, avec laquelle on va signer, ou ça peut être un ensemble de personnes, comme par exemple une indivision entre, par exemple, un couple marié, ou des gens qui ont hérité de biens de leurs parents, qui le mettent en location. Le propriétaire, ça peut aussi être une personne morale, c'est-à-dire une société civile immobilière, ça peut être une commune aussi, qui est propriétaire du logement qui est mis en location. Et ça engendre quelques particularités dans le contrat de location. Et après, effectivement, il y a aussi les sociétés entre membres d'une même famille. Et là, en fait, on va leur appliquer les mêmes règles que s'il s'agissait d'une personne physique. Et du côté du locataire, donc, on a plusieurs catégories de locataires. On a des personnes seules, donc qui vont signer le contrat, mais on peut avoir un ensemble de personnes qui vont signer ensemble un contrat pour occuper un même logement, et dans ce cas-là, on aura affaire à de la colocation, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis concernant le locataire, et notamment quand on s'adresse à un public jeune, il peut être majeur, là les choses sont relativement simples, il peut être mineur, émancipé, et dans ce cas-là, les règles qui s'appliquent à lui en matière de location sont les mêmes que pour les majeurs. Et puis, il y a aussi les mineurs non émancipés. Là, effectivement, pour signer un contrat de location, ça arrive, hein, les jeunes apprentis, il faudra la signature des parents parce que les jeunes locataires ne vont pas pouvoir engager et signer le contrat. Et après, on a aussi des formules de location entre un bailleur et un organisme habilité. Et ensuite, on a une opération suivante pour faire de la sous-location. C'est le genre de choses qu'on va rencontrer, par exemple, dans des formules d'hébergement qui aussi concernent de temps en temps les jeunes. Alors, pour accéder à un logement, souvent, il faudra remplir un dossier de candidature avec plein de pièces. Par contre, c'est réglementé. On ne va pas pouvoir... le bailleur ne va pas pouvoir demander une liste infinie de pièces. Alors là, vous avez sous les yeux la liste de toutes les pièces qui sont autorisées. Si elles ne sont pas dans cette liste, elles sont par définition interdites. Alors, il y a 4 grandes catégories. Il y a des justificatifs concernant l'identité de la personne. Donc là, le bailleur ne peut demander qu'un seul justificatif dans la liste suivante, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour. On peut aussi avoir une demande de justificatif concernant le domicile. Là encore, un seul justificatif peut être demandé. Ça peut être les 3 dernières quitances de loyer, une attestation du propriétaire précédent ou de l'agence qui gérait le logement, une attestation sur l'honneur de l'hébergeant. C'est notamment le cas pour les jeunes qui vont prendre leur premier logement, où là, effectivement, l'attestation d'hébergement est faite par les parents. Et après, effectivement, il y a 2 questions qui se posent pour un propriétaire pour le rassurer, quelle est la situation professionnelle du candidat locataire. Et donc là, il va pouvoir demander un ou plusieurs justificatifs, donc le contrat de travail, le contrat de stage, une attestation de l'employeur qui indique les revenus, la carte d'étudiant, enfin, voilà. En fonction de la situation de chacun, on n'aura pas forcément le même justificatif. Par exemple, une carte professionnelle pour des professions libérales ou un extrait du registre du commerce pour un commerçant, évidemment. Et enfin, donc, des justificatifs concernant les ressources. Donc là encore, le propriétaire peut demander un ou plusieurs justificatifs. Donc ça peut être, selon la situation, les bulletins de salaire ou des justificatifs concernant les ressources qu'on perçoit, que ce soit des indemnités, la retraite. Ça peut être une simulation des aides au logement que l'on va percevoir. Voilà. Donc, cette liste, elle est limitée. Donc, toutes les pièces qui ne sont pas dans cette liste, par définition, elles sont interdites. Elles concernent aussi bien les candidats locataires que les personnes qui se porteraient caution. Après, effectivement, c'est l'objet de la garantie Visale, c'est de rassurer le bailleur
il y a plusieurs types de garanties qui peuvent être apportées par le bailleur. On a évoqué Visal qui apporte des avantages considérables pour le public jeune, mais il peut y avoir d'autres types de garanties, et notamment le cautionnement par une personne physique, donc les parents, un proche. Et dans ce cas-là, il faut un acte écrit, obligatoirement signé par la caution, qui peut être contenu dans le contrat ou à part, et qui indique le montant du loyer. Et puis surtout, il va falloir un certain nombre de mentions qui permettent de s'assurer que la personne qui se porte caution a bien compris l'engagement qu'elle prenait. Donc, pour ça, le contrat devra aussi reproduire une partie de la loi du 6 juillet 89 pour préciser justement l'engagement que prend le bailleur. Donc, on l'a dit, il y a la garantie Visal, et après, il y a un public un peu particulier, le public des intérimaires. Et là, malgré la garantie Visal, il peut y avoir quelques réticences pour loger des intérimaires. C'est la raison pour laquelle un autre dispositif complémentaire a été créé, qui est proposé par le FAST, qui s'appelle Confiance Bailleur, et qui s'appuie sur la garantie Visal avec un mécanisme de paiement au tiers. Donc le locataire paye le loyer au FAST, qui lui-même reverse tous les mois au bailleur, et en cas de défaillance, c'est le FAST qui va mobiliser la garantie Visal. Donc là encore, un outil supplémentaire pour rassurer les bailleurs, pour ce public intérimaire où par définition on sait bien que les revenus ils vont varier, pour leur permettre d'accéder à un logement. Et puis on en a parlé aussi, l'autre dispositif de garantie, c'est l'assurance contre les loyers impayés. C'est de l'assurance classique avec des garanties et un prix qui sont libres. Par contre, effectivement, c'est a priori plus cher et plus difficile à souscrire pour des profils à risque. La particularité, c'est que on ne peut pas demander à la fois un cautionnement, notamment Visal, et une assurance contre les impayés de loyer, sauf pour les étudiants et les apprentis. Dans tous les autres cas, c'est interdit de cumuler. Et donc la location, ça sera une location vide ou une location meublée, et donc elle va être réglementée. Les contrats de location vide, donc ils supposent qu'on ait établi un contrat, qu'il s'agisse de la résidence principale du locataire, et donc si on peut passer à la diapo suivante, que le local soit affecté à l'usage d'habitation ou éventuellement un usage mixte, habitation et professionnel. Et puis, il y a des locations qui sont par définition exclues de la réglementation sur la location vide. Donc, c'est notamment tout ce qui est location saisonnière, touristique, mais qui est parfois mobilisé pour le public jeune aussi, et où là, on va se retrouver avec un mécanisme d'hébergement beaucoup moins réglementé et aussi beaucoup moins rassurant pour les jeunes qui y sont hébergés. Et puis, il y a certains types de locations qui sont exclus en partie de la loi sur les baux d'habitation. C'est notamment les logements HLM, où il n'y a qu'une partie des dispositions qui s'appliquent. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'exceptions. Et pareil pour les logements qui sont conventionnés à l'APL. Et si on a affaire à une location meublée, sur la diapo suivante, la location meublée, c'est par définition un logement qui est équipé du mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, d'y manger, d'y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Et donc ça suppose une liste de mobilier qui soit fournie et qui permettent effectivement cette vie courante. Donc un lit avec une couverture, une couette, de quoi faire occulter les fenêtres, donc ça peut être des volets ou des rideaux, une plaque de cuisson, un four, un réfrigérateur ou un congélateur, ou au moins un réfrigérateur avec un bac congélation à l'intérieur, la vaisselle pour prendre les repas, les ustensiles de cuisine, des tables, des chaises, des rangements, les luminaires, mais aussi du matériel d'entretien pour pouvoir faire le ménage. Que la location soit vide ou meublée, on va avoir
à peu près les mêmes règles, avec, donc elles seront toutes les deux soumises à la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où il s'agit de la résidence principale du locataire. Il y a par contre quelques différences, et c'est ce qu'on va voir terminer cette première partie, concernant la durée. Donc dans les deux cas, il faut un contrat de location écrit qui s'accompagne d'une notice d'information du locataire. Si la location est vide, le contrat dure 3 ans. S'il est meublé, c'est minimum 1 an. Et avec une particularité pour les étudiants et les apprentis, où la durée du contrat peut être ramenée à 9 mois, non renouvelable. Le dépôt de garantie, c'est 1 mois de loyer maximum pour une location vide, 2 mois maximum pour un meublé. Le préavis en vide, c'est 6 mois avant la fin du bail, 3 mois en meublé. Si le locataire veut partir, c'est un préavis de 3 mois, 1 mois en meublé. Dans les deux cas, ce sont les mêmes conditions pour donner congé. On peut donner congé à tout moment par lettre recommandée, par huissier ou remise en main propre. Et donc, s'il y a des équipements dans le logement, donc ils devront être mentionnés dans l'état des lieux. Et si c'est un meublé, il faudra une liste et un inventaire de tout le mobilier qui est remis. Concernant les charges, en non meublé, elles sont payées en fonction de la dépense réelle ou avec une provision. Et là, la différence avec, sur le meublé, c'est qu'il peut y avoir un forfait. C'est le seul cas où il peut y avoir un forfait, pour ce qui concerne les charges. Et j'en ai fini avec cette première partie sur les grandes lignes. Nous avons 2 questions, Bruno. Oui. Le FAST, ça signifie quoi? Hélène, de l'aide, c'est le fonds d'aide des salariés des secteurs de travail temporaire. Oui. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est l'action sociale des sociétés d'intérim, en fait. Ouais. Une deuxième question. Savez-vous si la loi a changé au sujet de la signature des actes de caution solidaire par signature électronique? À ma connaissance, dans mon souvenir, non. Il me semblait qu'il y avait des discussions, mais je ne pense pas que ça ait changé encore. La difficulté de la signature électronique, en fait, c'est qu'il faut passer par un service qui est agréé et certifié pour pouvoir justement un peu estampiller et tamponner les signatures électroniques. Donc, alors ça commence à se développer un peu, mais ça reste encore très marginal. Et c'est vrai que sur le cautionnement, on ne le voit pas, d'où les demandes qui sont faites notamment par les professionnels, qui sont d'avoir les originaux des engagements de cautionnement. Voilà, et avec les distances, ce sont des choses qui sont un peu complexes et qui, du coup, prennent un peu plus de temps. Mais oui, c'est un peu le problème de qui va certifier que le document est bien signé électroniquement et que. On se heurte à des difficultés techniques. Ouais, des difficultés techniques pour la certification, en fait. Alors, je vais me permettre de rebondir en disant que quand même par rapport à la garantie Visale, je vais laisser peut-être Roseline intervenir, c'est vrai que nous, le fait de se porter garant, Visale, les engagements, l'annexe au bail est édité de suite et est signé. Donc on n'a pas ce frein d'authentification par une signature électronique ou autre. Oui, c'est-à-dire à partir du moment où le propriétaire saisit son contrat, il l'obtient en quelques secondes. Ouais. Une dernière question justement, Roseline. Visale alors la garantie Visale est-elle accessible aux étrangers? Oui, il faut qu'ils aient un titre de séjour en cours de validité, qu'ils soient à jour au niveau de leur papier. Il faut qu'ils soient salariés. La notion d'étranger, n'a rien à voir avec le fait d'être éligible à la garantie Visale. Il faut que leur statut leur permette d'être éligible. Après, il faut qu'ils soient à jour de leur pièce d'identité. Donc, un étudiant, un apprenti peut tout à fait, voilà. On garantit beaucoup d'étudiants étrangers puisqu'ils ont des difficultés à trouver des garanties sur le territoire. Et vraiment, c'est un sujet important de pouvoir garantir les étudiants. Donc, on va enchaîner avec comprendre le contrat de colocation, excusez-moi, avec Hélène Roquin. Je te laisse la parole.
Merci. Alors, sur la colocation, on va commencer par une petite définition qui est donnée par les textes, donc ça nous arrange, c'est quand même relativement facile. Ça se définit comme la location d'un même logement par plusieurs locataires. À partir du moment où c'est une résidence principale, l'originalité, c'est que ça peut être fait par un seul et même contrat, où il y aura l'ensemble des colocataires mentionnés sur le même bail, et ça peut être même plusieurs contrats qui vont chacun être signés par un locataire et le bailleur. Sauf évidemment s'il y a des liens matrimoniaux ou de pax entre les personnes. Donc on va pouvoir avoir un bail unique où on a un bailleur qui fait un ensemble de ses locataires et qui signe un seul et même contrat avec les locataires, ou on va pouvoir avoir un bailleur qui va signer avec chaque personne qui habite le logement un bail. Et ça va entraîner des conséquences tout à fait différentes au fil de l'eau. Alors, comme on peut le voir, sur le régime applicable, on va avoir ce fameux contrat unique ou plusieurs contrats. Donc, si c'est un contrat unique, ça ne pose pas de problème. Si c'est vide, c'est la réglementation que vous a décrite Bruno Allary, et ça ne pose aucun problème. Si c'est meublé, on a la réglementation applicable au logement meublé. C'est pareil si on a plusieurs contrats. On a des contrats types sur de la colocation à bail unique, mais on n'en a pas sur les baux multiples. On a des critères de décence à respecter dans les deux cas, sauf qu'on va avoir quand même quelques dérogations sur les baux multiples, parce que là, on va regarder uniquement la pièce détenue par chaque colocataire. Au niveau de l'assurance, alors, tant qu'on est sur la signature du bail, tant qu'on rentre pas trop, tant qu'on est sur les caractéristiques principales du logement, ça pose pas de problème. Ensuite, on va se retrouver, alors l'engouement pour la colocation, il est certes parfois par volonté, mais il est aussi lié à la cherté des loyers, notamment pour des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Et du coup, l'intérêt de la colocation, certes, c'est une réduction du loyer, c'est une réduction des charges, puisque c'est partagé par plusieurs, mais ça peut avoir quand même certaines conséquences. Alors, une des premières, c'est sur l'assurance. Alors, on peut avoir chaque colocataire sur un contrat unique qui va souscrire une assurance multirisque habitation. Ou alors, l'assurance ne souhaitant pas, parce que ça va dépendre de chaque contrat d'assurance, l'assurance ne souhaitant pas la colocation, il va falloir que chacun des deux colocataires souscrive une assurance. Si on est sur plusieurs contrats, en fait, chacun est titulaire de sa situation locative. Donc, du coup, chaque colocataire va souscrire une assurance. Au niveau des charges locatives, donc ça peut être au réel, ça peut être sur provision, et ça peut être également au forfait. Il est de plus en plus fréquent de trouver des forfaits. Pourquoi ? Parce que si un colocataire s'en va, que notre le remplace en cours de route, le calcul des charges au réel, des provisions avec régularisation va être très complexe. Et donc, il est fréquent que les bailleurs préfèrent un forfait qui doit quand même être fixé de façon réaliste et en corrélation quand même avec au moins les charges de l'année précédente. On va passer ensuite sur la solidarité. Alors c'est sur la diapo précédente. Par rapport à la solidarité, alors, normalement, s'il n'y a pas de clause de solidarité dans le bail, chacun ne doit que sa part de loyer si on est sur un contrat unique. On appelle ça la divisibilité de la dette sur chaque tête. Si on est sur plusieurs contrats, il n'y a pas de solidarité, sauf si les tribunaux venaient dire autre chose, mais ça semble un peu difficile. Ce qui est assez qu'en tant que bailleur, en fait, la précaution lorsqu'on a des colocataires, c'est d'inclure une clause de solidarité et par expérience, on sait qu'elle est quasi systématique dans l'ensemble des contrats de colocation dès qu'on a un contrat unique. Ce qui fait que si un colocataire souhaite quitter les lieux, il va donner un congé et son obligation au paiement du loyer, en fait, elle va s'arrêter à la date d'effet du congé si un autre locataire, avec l'accord du bailleur, figure au bail,
ou au plus tard 6 mois après la date d'effet du congé. C'est-à-dire qu'un locataire qui part, qui aurait un préavis d'1 mois, va être tenu responsable pour l'intégralité du loyer si jamais l'autre locataire s'arrête de payer pendant un délai de 7 mois. Donc, au regard de ces conséquences, il faut quand même être très prudent parce que la clause de solidarité est quand même très fréquente. Il en est de même pour la caution. La personne qui se porte caution, en fait, elle va avoir la possibilité de cautionner un ou plusieurs colocataires. Si elle ne cautionne qu'un seul locataire, il faut qu'elle mentionne celui pour lequel elle se porte garante et la caution est tenue aux obligations du colocataire. Donc, en cas de clause de solidarité, les parents, notamment, vont devoir peut-être être engagés vis-à-vis du bailleur à payer des loyers en plus pour l'intégralité. Il existe toujours la possibilité, bien sûr, de se retourner contre celui qui reste dans le logement. Mais voilà, ça fait quand même partie des difficultés importantes en matière de cautionnement. Hein. Du coup, la clause de solidarité, il faut vérifier qu'elle y est. En principe, elle y est sur un contrat unique et vu la lourdeur des conséquences, il faut quand même être très prudent. Lorsqu'on est en colocation à baux multiples, avec plusieurs contrats, effectivement, il y a beaucoup moins de difficultés puisqu'on n'a pas cette solidarité. La personne qui se porte garant, l'organisme qui se porte garant, c'est celui qui figure au bail. Et comme il n'y a pas de clause de solidarité, la caution ne sera pas non plus tenue au paiement de quelconque loyer si l'un des colocataires quitte les lieux. Donc ça, ce sont les principes généraux. Après, on peut faire un focus peut-être sur le congé du locataire. D'abord, en contrat unique, chaque colocataire peut donner congé à tout moment. Et là, du coup, comme souvent le loyer est dû de façon indivisible, le colocataire qui reste doit régler l'intégralité du loyer. En termes de congé, si on a des baux multiples, seul le titulaire du contrat colocataire peut donner congé à tout moment et cela n'a aucune conséquence pour les autres colocataires restants. Ça n'a pas de conséquences fâcheuses pour le colocataire, en revanche, pour les autres colocataires. En revanche, le bailleur, lui, peut perdre une partie de son loyer. Au niveau de la garantie Visale, comme vous l'avez dit, Roselyne, c'est possible en cas de colocation, mais uniquement s'il y a 2 colocataires maximum. Lorsqu'on est sur des contrats multiples, il n'y a pas de restriction. Sur l'état des lieux, on va avoir des différences entre le bail unique et les baux multiples. Donc, sur le bail unique, le dépôt de garantie est versé lors de l'entrée dans les lieux. Pardon, j'ai sauté une ligne. Donc, lors de l'état des lieux, il est réalisé uniquement lors de l'entrée dans les lieux de tous les colocataires. Et il est réalisé, par contre, lorsqu'on a des baux multiples, au fil de l'eau et à chaque entrée de colocataires. Sur le dépôt de garantie, on a également des conséquences différentes, puisque le dépôt de garantie sur le contrat unique est versé lors de l'entrée dans les lieux, il est restitué lors de la remise des clés. Du coup, il y a souvent une nécessité d'accord entre des colocataires, puisqu'on peut se retrouver, par exemple, au bout de 4 ans, avec des colocataires qui sont partis, des avenants qui ont accepté des nouveaux colocataires, etc., et avec finalement des personnes initialement qui ne sont plus du tout dans les logements. Comme le bailleur n'a l'obligation de restituer le dépôt de garantie que lors de la remise de l'ensemble des clés, on peut avoir dans le temps quand même des difficultés sur cette restitution de dépôt de garantie. C'est pas mal d'avoir un accord initial entre colocataires, comme quoi celui qui remplace paye sa part de dépôt de garantie, etc. Mais c'est quelque chose qui ne regarde pas le bailleur. En revanche, si on est sur des baux multiples, c'est plus simple, chaque colocataire verse son dépôt de garantie et ça lui est restitué lors de son départ. En cours de contrat, s'il y a un nouveau colocataire qui arrive, sur un contrat unique, on va être sur la base d'un avenant avec l'accord du bailleur. Et s'il y a plusieurs contrats, en fait, le bailleur est libre quant au choix de nouveaux colocataires. Donc c'est lui qui va imposer, en fait, un nouveau colocataire. Voilà, donc sur le paiement du loyer, on en a déjà parlé, chaque colocataire paie sa part de loyer. Comme la clause d'indivisibilité est fréquente, chacun est tenu, en fait, vis-à-vis du bailleur,
au paiement de l'intégralité du loyer, et c'est beaucoup plus souple du coup sur les baux multiples, puisque chaque colocataire ne va lui avoir à régler que sa part de loyer. Voilà, et juste pour finir, un petit focus sur les aides au logement. Chaque colocataire fait une demande d'aide au logement distinctement pour bénéficier de l'allocation logement ou de l'APL. On va avoir la nécessité que chaque colocataire soit inscrit sur le bail pour pouvoir bénéficier d'une aide au logement. Et le calcul des aides au logement va tenir compte d'une part de loyer versée par chacun. Donc, on va diviser le loyer par le nombre de têtes dans le contrat de colocation. Et il y aura un abattement qui est fait parce qu'il y a moins de charges. Et l'aide au logement sera calculée sur le loyer, sur le loyer divisé par le nombre de colocataires, moins 20%. Voilà, si on a un bail unique, il n'y a pas de souci, on demande le loyer pour son bail unique. Voilà, c'est juste un peu cette spécificité par rapport aux aides au logement. Et j'en ai fini de ce brossage rapide et général sur la colocation. Merci Hélène. On va jeter un coup d'œil donc sur le chat s'il y a des questions. Non, pas de questions. Donc je vous propose de continuer donc sur mieux connaître le bail mobilité présenté par Héloïse Coste. Je te laisse la parole, Héloïse. Merci. Donc effectivement, moi je viens parler rapidement des spécificités du bail mobilité. Donc peut-être rappeler en introduction que le bail mobilité, donc c'est un type de contrat de location meublé qui a été créé par la loi Elan de 2018 et qui est vraiment destiné à faciliter l'accès au logement pour des personnes en situation de mobilité, notamment de mobilité professionnelle, mais aussi de mobilité éducative. Donc ce bail mobilité, il s'adresse vraiment à certains types de locataires. Et on va regarder leur situation au moment du début du bail, au moment de la signature du bail, en tout cas de la prise d'effet du contrat de location, qui peut effectivement être un peu différente de la date de signature. Et donc, à la prise d'effet du bail, le locataire doit se trouver dans une des situations suivantes pour être éligible à la signature d'un bail mobilité. Donc, soit être en situation de formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en service civique, en mutation professionnelle ou en mutation temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle. Le bail mobilité va concerner des logements qui doivent être décents. Donc, on l'a vu, les règles de décence, elles s'appliquent que le logement soit loué, non meublé ou meublé à titre du moment que c'est la résidence principale. Dans le cadre d'un bail mobilité, le logement doit également être décent, c'est-à-dire ne pas comporter de risques pour la santé et la sécurité des occupants, avoir une surface minimum, comporter certains équipements au minimum, avoir un certain niveau de performance énergétique, etc. Et le bail mobilité ne concerne que les logements meublés. Et donc, le logement doit comporter l'ensemble des meubles prévus par décret pour être qualifié de meublé. Je ne reviens pas dessus, Bruno nous l'a présenté tout à l'heure. La principale spécificité du bail mobilité, c'est sa durée, puisqu'il est conclu pour une durée qui va être d'au minimum 1 mois et d'au maximum 10 mois. C'est une durée ferme, c'est-à-dire que le bail ne sera pas renouvelable ni reconductible tacitement, avec une exception, puisque la durée du bail peut être modifiée une fois et une seule fois par avenant, pour une durée complémentaire du contrat, s'il y a une modification ou une adaptation qui sont nécessaires. Donc c'est toujours d'un commun accord entre les parties, comme n'importe quel avenant au contrat de location. Mais il faut avoir en tête que la durée totale, elle ne pourra pas excéder 10 mois. Donc, si dès le départ, on a prévu un bail mobilité de 10 mois, on ne pourra pas faire augmenter sa durée par avenant. Si en revanche, on était parti sur une durée plus courte, on pourra la modifier. Quand le contrat de location s'achève, normalement, le locataire doit quitter le logement. Si jamais les parties s'entendent pour qu'il reste dans le logement, à ce moment-là, les parties vont conclure un contrat classique de location meublée. Parmi les autres spécificités du bail mobilité, il faut noter que le propriétaire a l'interdiction de demander un dépôt de garantie. Donc, c'est un contrat qui se fait sans dépôt de garantie.
Le propriétaire est en revanche autorisé à demander une caution, un garant, soit un garant personne physique, soit un organisme qui va s'engager par écrit à se porter caution. Et le locataire peut notamment avoir recours à la garantie Visale dans le cadre d'un bail mobilité. Les charges locatives, elles sont toujours payées au propriétaire sous forme d'un forfait qui va être versé simultanément au loyer. Et le montant du forfait et la périodicité de versement sont inscrits dans le bail. Voilà, sachant que bien sûr, le forfait de charge ne peut pas être manifestement disproportionné par rapport au dernier décompte par nature de charge. Hein. Les charges, ça doit toujours être calculé au plus près de la réalité, puisqu'il ne doit pas y avoir d'enrichissement normalement sur les charges. Voilà, donc pour résumer, ce bail mobilité, c'est une durée minimum d'1 mois, une durée max de 10 mois, destiné notamment aux étudiants ou à toutes les personnes en situation de mobilité. L'idée, c'est vraiment que le logement ne soit plus un frein pour la mobilité. Les charges locatives récupérées payées sous forme d'un forfait. Il n'y a pas de déclaration administrative spécifique ou d'autorisation pour le propriétaire qui voudrait faire un bail mobilité. Pas de dépôt de garantie à verser et pas de clause de solidarité entre les colocataires ou leur caution. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter la brochure du réseau Annie-Ladine spécifique sur le bail mobilité. Très bien, merci Héloïse. Donc, un petit peu, donc restons en contact. C'est une façon un petit peu de vous présenter donc l'ensemble des coordonnées des intervenants. Également un zoom donc sur l'équipe Action Logement Service présente sur les 3 territoires. Hein, donc les collaboratrices, donc correspondantes Visale, voilà, que vous voyez à l'écran et que vous retrouverez donc bien sûr. Voilà, très bien. Nous en avons terminé. Je rejette un petit coup d'œil au niveau du chat. Pas de questions particulières. Très bien, ben je crois que l'on peut conclure et je vous remercie de votre participation et je remercie également les intervenants. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.